Bon, je vous préviens, aujourd'hui je vous emmène dans une quête vraiment pas comme les autres. Une quête qui personnellement m'a perturbé. Et étonnamment, ce n'est pas pour son enjeu, c'est en partie pour son dénouement effectivement, mais c'est surtout parce qu'elle semble bel et bien maudite. Alors je n'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser ce genre de termes. Les signes du destin, les c'était écrits, les liens mystiques ou les je ne sais quoi, je n'y crois pas. Mais là, j'ai vraiment été troublé, et je vais vous expliquer pourquoi. La quête dont je vais vous parler, c'est tout simplement la plus grande de la F1. Devenir le premier pilote de l'histoire à remporter 8 titres de champion du monde. Un exploit tellement immense qu'il ferait tout simplement du pilote qui l'accomplit le plus grand de tous les temps. Et justement, seulement les 2 meilleurs pilotes de l'histoire ont osé tenter ce défi. Sauf qu'ils l'ont fait à 2 périodes différentes, dans 2 contextes différents, sans que l'un ait d'impact direct sur l'autre. 2 quêtes qui, à part l'objectif commun, sont donc complètement indépendantes. Mais c'est précisément là que ça devient troublant. Car plus je m'enfonçais dans cette histoire, plus des liens irrationnels reliaient ces 2 quêtes pourtant espacées de 15 ans. Les mêmes schémas se répétaient, les mêmes obstacles surgissaient au même moment. Les mêmes détails venaient hanter ces 2 quêtes pourtant indépendantes. Et même les rivaux de nos 2 protagonistes semblaient répondre à un étrange effet miroir. Sur le moment, je me suis dit, mais comment est-ce possible ? Et ensuite, je me suis dit qu'il fallait que je vous raconte cette histoire. Une histoire hors du commun, qui même si j'ai du mal à y croire, nous ferait presque penser que les dieux de la F1 s'en sont mêlés. Qu'est-ce qu'on vient de vivre ? Quel dernier tour ? Personne n'aurait pu écrire ce scénario ! Ni George Lucas, ni Luc Besson, ni Steven Spielberg. C'est la Formule 1 qui écrit des scénarios pareils. Et pour que je puisse vous faire découvrir cette histoire qui flirte avec les limites du rationnel, il faut qu'on revienne aux prémices. Là où elle s'est construite, et là où la quête des 8 titres de champion du monde a commencé. Alors durant cette première partie, évidemment on ne verra pas encore les liens troublants dont je vous parlais. Et c'est normal, car un lien par définition relie au moins 2 points. Or pour l'instant nous n'en avons qu'un. Ainsi nous allons donc tout d'abord poser les bases, construire la première trajectoire, suivre la première tentative. Et à ce stade, rien ne semblera étrange, mais en réalité, sans que vous le sachiez, certaines choses seront déjà en train de s'écrire. Alors pour l'instant, ne cherchez pas les coïncidences, ne cherchez pas les parallèles, contentez-vous d'observer, parce que quand la deuxième partie commencera, vous verrez que tout était déjà là. La date que vous voyez à l'écran, le 29 août 2004, c'est une date importante. D'un côté parce que c'est le début de notre histoire et de l'autre parce que c'est sûrement aux alentours de cette période, plus globalement aux alentours des années 2000, que l'engouement pour la F1 est à son apogée. Mais le plus fou, c'est que cet engouement est principalement dû à un seul homme. Ce qui tombe bien, car c'est notre premier protagoniste. En fait, depuis des années, il domine tellement le circuit qu'on appelle communément cette période l'ère Schumacher. Michael Schumacher wins! Michael Schumacher is world champion! Michael Schumacher wins and becomes the most successful Grand Prix driver of all time. Michael Schumacher in the Ferrari is coming up to win his 8th race of the season. Watch Michael Schumacher go. It's just the perfect timing. Michael Schumacher, allemand 35 ans, pilote chez la mythique Scuderia Ferrari, vient en ce 29 août 2004 de prendre tellement d'avance au classement qu'il remporte son 7e titre de champion du monde alors qu'il reste encore 6 courses. 7 titres, un palmarès tout simplement jamais réalisé auparavant. Il est de loin le meilleur pilote de l'histoire, remporte le titre de champion du monde depuis 5 années consécutives et vient de réaliser sa saison avec le plus grand nombre de victoires. Ah tiens ça, il faudra le retenir pour la suite. Mais bref, cette année Schumi a gagné 13 courses et c'est le nouveau record. Mais ce qui est marrant, c'est que l'ancien record, c'était déjà lui qui l'avait. Bon, je pense que vous comprenez que Michael Schumacher écrase complètement la concurrence au début des années 2000. Alors logiquement, tout le monde le voit s'envoler vers un 8e titre. Et à cette époque, le chiffre 8 ne représente pas une barrière comme aujourd'hui. Il représente certes la démesure, mais semble aussi être presque une suite logique. Un chapitre de plus dans une carrière déjà hors norme. Surtout que Michael Schumacher dispose de la meilleure voiture du plateau. Et en Formule 1, sans la meilleure machine, il est quasiment impossible de gagner. Alors entre le talent immense du pilote et la domination technique de Ferrari, on voit mal qui pourrait stopper celui qu'on surnomme le Baron Rouge dans sa quête d'un 8e titre. Pourtant, la saison 2005 se déroule comme ça. Ouh là là, et ils sont touchés, c'était inévitable. Ah quel dommage, et il est coincé, Michael Schumacher. Eh oui, c'est peut-être terrible pour Michael Schumacher. En tout cas, ça a permis à Jarno Trulli d'aller chercher la 2e place. Michael Schumacher qui est très très lent. Il a dû avoir un problème dans ce gros freinage. Will Michael have a go into the final corner? He's too far behind. He's not going to, he locks the breakdown. Amazing defensive driving by Fernando Alonso. His hand is out of the cockpit. In the end,
Schumacher didn't have a lunge. He was thinking about the championship as well. And what a historic day for Fernando Alonso, who crosses the line for his 5th Grand Prix victory of the season. Accrochage avec Michael Schumacher. Sensation. Il est de mauvais poil. Oh là. Il a été lui dire à Sato, est-ce que tu sais freiner ou pas? Mais que s'est-il passé? Comment le meilleur pilote de tous les temps, armé de la meilleure voiture du plateau en 2004, a-t-il pu rater à ce point sa saison 2005 et laisser échapper de très loin son 8e titre? Eh ben, étonnamment, ce n'est pas de sa faute. Oui, Michael Schumacher n'est pas devenu l'ombre de lui-même d'une saison à l'autre. Son talent ne s'est pas non plus évaporé. En fait, en 2005, on l'a délibérément fait perdre. Enfin, pour être exact, on a délibérément fait perdre Ferrari. Et cela pour une raison simple. La FIA, qui est la Fédération internationale de l'automobile, considérait que Ferrari dominait trop la F1 et avait peur que les spectateurs se lassent. Alors ils ont introduit de nouvelles règles. Sur le papier, c'est pour des raisons de sécurité et de coût, mais dans les faits, ça cible directement les forces de Ferrari. Même TF1 en 2005 le confirme lors de l'ouverture de la saison. Pour redonner du piment au pilotage et briser l'hégémonie Ferrari, la FIA a imposé 4 changements radicaux. 4 changements radicaux. Bon, je ne vais pas tous vous les détailler car il y en a un seul qui nous intéresse vraiment. Désormais, un train de pneus doit tenir les qualifications et la course. Et ça n'arrange pas du tout Ferrari. Car depuis des années, ils ont mis en place avec leur fournisseur de pneus Bridgestone une stratégie à base de gomme tendre, très performante, mais qui s'use donc très vite. Des pneus qui ne peuvent absolument pas tenir toute une course. Or en face, Michelin, qui équipe notamment Renault, a historiquement une approche orientée vers des pneus plus durs, qui peuvent donc tenir plus longtemps. La marque clermontoise s'est donc beaucoup plus facilement adaptée à la nouvelle réglementation, là où Bridgestone et la Scuderia n'ont pas réussi à prendre le virage à temps. Et si on ajoute à ça que la monoplace Ferrari de la saison 2005 n'était pas au niveau, contrairement à celle de 2004, le Baron Rouge était dans l'impossibilité de remporter son 8e titre cette année. Mais en soi, ce n'est pas fini. Michael a 36 ans, il est encore au sommet de sa forme, donc ce 8e titre, bien que démesuré, reste toujours dans le domaine du possible. Surtout qu'une bonne nouvelle arrive pour la saison 2006. La FIA a décidé d'abandonner la règle d'un seul train de pneus. Ferrari et Bridgestone peuvent désormais de nouveau lutter à armes égales avec les écuries équipées de pneus Michelin. Alors à cet instant, les planètes semblent enfin s'aligner. 2006 pourrait être l'année de l'impossible, l'année où le chiffre 8 serait dompté. Mais je ne vous ai pas dit une chose. L'année précédente, si Michael n'a pas gagné, ce n'est pas uniquement à cause des nouvelles règles et des faibles performances de sa voiture. C'est aussi à cause de l'éclosion d'un jeune prodige de l'écurie Renault, qui roulait lui sur des pneus Michelin. Fernando Alonso qui s'impose. Magnifique victoire de Fernando Alonso sur les terres de Ferrari. C'est une victoire hautement symbolique que vient d'obtenir l'Espagnol. Extraordinaire. Leader du championnat. Alonso qui s'impose pour la 6e fois de la saison. Et puis regardez Alonso qui va arriver dans une quinzaine de secondes. Le pilote espagnol qui rentre dans l'histoire de la Formule 1. Il devient le plus jeune champion du monde de l'histoire de ce sport. Fernando Alonso, 24 ans, a gagné son premier titre de champion du monde en 2005. Alors logiquement, même si la règle des pneus ne s'applique plus cette année, c'est lui le favori début 2006. Et il faut que je vous explique quelques petites choses à son sujet. Ça va vous paraître être des détails, mais je vous conseille de les retenir quand même. Fernando Alonso est très jeune, et quand Schumacher s'est lancé dans sa quête d'un 8e titre, il avait 23 ans. Je vous assure que c'est important pour la suite. Fernando Alonso est clivant, une bonne partie du public ne l'aime pas. Il n'est pas du tout impressionné par Schumacher, il a un pilotage agressif et surtout, il est capable de pousser sa voiture à 110% de ses capacités. Alors c'est une métaphore, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il pilote tellement bien qu'il amène sa monoplace à des performances qui semblent au-delà de ce qu'elle devrait normalement permettre. Ainsi en cette saison 2006, un duel entre le meilleur pilote de l'histoire et le jeune prodige fougueux semble inévitable. And surely Michael's got the momentum. No, Alonso's done it. Alonso's done it. Oh, Michael's trying to get around the outside, and he's not going to let him through. So Michael Schumacher has done it on home soil for Ferrari. He has won the San Marino Grand Prix. He's coming home to be the first Spaniard ever to win on home soil. Even the marshals love it. The crowd love it. Fernando Alonso wins the Spanish Grand Prix for 2 victories in a row. He makes it here at the Nürburgring, his 6th victory in the European Grand Prix, and that was brilliant by Michael Schumacher. Comme on pouvait s'en douter, maintenant que la règle des pneus a disparu, Michael Schumacher est redevenu lui-même. Mais comme on pouvait s'en douter également, Fernando Alonso est au rendez-vous. Et pas qu'un peu, car pour le moment, il est plus fort que Schumacher. The world champion, I think, confirms he is the world's best driver right now.
À la moitié de la saison, le constat n'est pas en faveur du Baron Rouge. Il a 59 points, alors que Fernando Alonso en a 84. 25 points d'écart. De nos jours, ça paraît presque banal, une victoire vaut 25 points, on peut presque effacer ça en un week-end. Mais en 2006, une victoire ne rapporte que 10 points. Autrement dit, Schumacher a plus de 2 grands prix de retard. Et au vu de la forme de son adversaire, il ne lui reste qu'une option. Réussir une deuxième moitié de saison quasi parfaite. Michael Schumacher, is that Schumacher? He's up in 5th or 6th place. What a phenomenal start by Michael Schumacher. He is the King of America today. Michael Schumacher wins! Michael Schumacher then coming through to collect the checkered flag. His 3rd win in a row in this 2006 World Championship. Oh, who's that? It's Alonso! And what a place for it to happen at Monza with Schumacher, his title rival, leading. It was looking like being 8 points the margin between them. Instead, it's going to be down to just 2. On dit souvent que les grands champions répondent présents dans les grands rendez-vous. Eh bien, Michael Schumacher vient de le prouver. Sur les 6 dernières courses, il en a remporté 4 et Fernando Alonso n'en a remporté aucune. Ainsi, à 3 courses du dernier Grand Prix, à 3 courses d'un hypothétique 8e titre, Schumacher est à 106 points et Alonso à 108. Les cartes sont donc complètement rebattues. Maintenant, une lutte acharnée s'engage avec 2 objectifs bien différents. Fernando Alonso doit faire taire ceux qui pensent que son titre de 2005 est davantage le fruit d'un nouveau contexte réglementaire que l'œuvre d'un champion incontestable. Michael Schumacher, lui, doit prouver qu'il est capable de repousser encore plus les limites de la Formule 1. Et à ce moment, il y a 2 clans. Ceux qui veulent que le renouveau perdure et ceux qui veulent que la légende grandisse encore. Sauf qu'une annonce va tout changer. Immédiatement après l'avoir apprise, la majeure partie du public va vouloir que la légende grandisse encore. To make it short in a way, this is going to be my last Monza race I'm going to do. At the end of this year, I've decided together with the team that I'm going to retire from racing. Michael Schumacher, la légende absolue de la F1, le meilleur pilote de Formule 1 de tous les temps, celui qui a presque battu tous les records, annonce qu'il prendra sa retraite à la fin de la saison. Alors naturellement, tout le monde veut qu'il finisse en beauté. Mais un problème se pose. Sur la grille de départ du premier des 3 Grands Prix restants, Fernando Alonso est en pole position alors que Michael Schumacher est lui en 6e position. 5 places à remonter. Sur le papier, ce n'est pas insurmontable. Le Baron Rouge l'a déjà fait de nombreuses fois même. Mais aujourd'hui, se dressent devant lui des pointures de la F1. Kimi Raikkonen et Jenson Button tout d'abord. Bon, je vous spoil un peu, mais d'ici quelques années, ils deviendront tous les 2 champions du monde. Ensuite, il y a Rubens Barrichello, ancien coéquipier de Schumi qui en 2004 a terminé 2e derrière le sextuple champion du monde. Puis il y a les 2 Renault en pole position, Fisichella 2e et Alonso 1er. Et ça, c'est un avantage immense pour Alonso, car Fisichella pourra au besoin ralentir Schumacher. Mais surtout, il y a la pression. La pression de devoir faire la course parfaite, la pression de prouver une fois de plus qu'il est bien une légende. 56 laps then of the Chinese Grand Prix will get underway when the 5 lights go out. Alonso on your right, Fisichella on your left. The lights go out, Alonso accelerates away, Fisichella goes to cover behind him. Barrichello on the right, Button on the left. Which of those 2 will get into the first corner first? It's Barrichello with Button. Michael Schumacher, the fastest man on the circuit in the middle sector, up in P5, and he's past Barrichello. Michael Schumacher lines up Jenson Button and takes the place, albeit that Schumacher is still 20 seconds behind him. He's still going to need some magic, or for Alonso and Renault to have some kind of problem, because 20 seconds is still an enormous margin to make up. In comes Michael Schumacher from 3rd place. He got to 19 seconds behind Alonso, and you don't know what the conditions will be like. Schumacher on the inside, he takes the place. Michael Schumacher overtakes Fernando Alonso for 2nd place here. And look, he's got him already. Michael Schumacher takes to the grass. Fisichella has no confidence to nail it. Schumacher waltzes past easily. Disaster for Renault. Here he comes through the final corner. He started this Grand Prix in 6th place. What an absolutely phenomenal drive by Michael Schumacher. He was helped by mistakes by the Renault team, but it's given him the victory that gives him the lead in the World Championship for the first time this season. Alonso finishes in 2nd place. Dans une course perturbée par une piste mouillée qui sèche progressivement, et un leader perturbé lui par quelques soucis techniques, le meilleur pilote de tous les temps au volant de sa flèche rouge vient de remporter une victoire capitale. Tout aussi capitale qu'un bon hébergeur web.
Car on a beau avoir le meilleur site du monde en façade, si l'hébergeur derrière ne tient pas la route, tout s'écroule. C'est comme une maison sans fondation. Et pour cela, il y en a un qui est sur tous les podiums, O2Switch. Alors oui, il sponsorise la vidéo, donc on pourrait penser que c'est moi qui le place sur le podium. Mais en réalité, je n'y suis pour rien. C'est des dizaines et des dizaines de comparatifs qui sont tous d'accord qu'O2Switch est un des meilleurs hébergeurs web du marché. Et cela pour des raisons simples. Déjà, c'est beaucoup plus flexible et complet que les hébergeurs qui sont intégrés aux plateformes de création de sites. Typiquement, on peut avoir un nombre de sites illimité sans surcoût, ou encore un nom de domaine gratuit là où normalement c'est payant. Mais surtout, il y a aussi quelque chose de primordial qu'on anticipe rarement avant de monter son site. C'est le support technique. Chez O2Switch, il est en français et disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc si vous travaillez dessus un dimanche à 23h et que vous avez un problème, vous avez quelqu'un pour vous aider au bout du fil. Bon, ça c'était pour vous, mais pour les internautes qui visitent votre site, ça leur apporte quoi ? Et bien concrètement, des pages qui chargent plus vite, une navigation plus fluide et une meilleure rétention. Tout ça grâce notamment à la vitesse du serveur PowerBoost d'O2Switch et du stockage 100% NVMe. Ainsi, si vous voulez en profiter, vous avez 3 offres. Personnellement, je vous conseille l'offre Cloud, car c'est un parfait juste milieu et c'est celle qui a la plus grosse réduction. Comme d'habitude, vous avez le lien en description pour en profiter, et avec le code INSTANT10, vous avez 10% de réduction supplémentaire. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Sincèrement, ça me soutient énormément et ça me permet de continuer à vous proposer des documentaires de ce type. Bon, après cette parenthèse capitale pour ceux qui veulent créer ou qui ont un site, revenons à la victoire capitale de notre Choumi. Une victoire tellement capitale qu'elle l'amène à égalité de points avec Fernando Alonso alors qu'il ne reste que 2 grands prix. Ce genre de situation, c'est extrêmement rare. Et une fois de plus, il va bien falloir retenir ce point pour la suite. Bon, ne vous inquiétez pas, je vous les rappellerai tous un à un en temps voulu. Ainsi, restons concentrés sur notre égalité parfaite. Une égalité qui, au-delà d'arriver 2 grands prix avant la fin, arrive avant un grand prix particulier. Le Grand Prix du Japon à Suzuka. Dit comme ça ne dit sûrement rien à la plupart d'entre vous. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un circuit tellement exigeant qu'il a tendance à séparer les très bons des légendes. Ainsi, aujourd'hui, lors de l'avant-dernier Grand Prix, Michael Schumacher va devoir prouver une fois de plus qu'il est bien une légende. Schumacher on the left, Massa on the right. Alonso is on the same side of the racetrack as Felipe Massa. But as you say, James, they do look very relaxed. The calm before the storm. Okay, 53 laps. Japanese Grand Prix begin now. Massa on the right, Schumacher on the left. Watch out for Alonso. Has he got a good start? Schumacher switches over Ralf Schumacher. And Michael covers him into turn 1. Michael Schumacher's through. Michael Schumacher passes his teammate Felipe Massa for the lead. Michael Schumacher down the hill at the end of lap 2 takes the lead, which he needs if he's going to win this Grand Prix, obviously. But Fernando Alonso is now clear of Ralf Schumacher, and now we will see how fast this Renault is relative to this Ferrari at this stage of the Grand Prix. Schumacher leads, Alonso second. Et pour l'instant, Michael Schumacher toujours en tête devant Alonso. Massa est désormais 3e, on va marquer une pause. We've got 17 laps to go here to the finish in Suzuka. Oh, no! Don't believe it, look at that, Michael Schumacher blows up. And that is Schumacher out of the race. Alonso cannot win this World Championship here, but he will go to Brazil in 2 weeks' time with a 10-point advantage over Michael Schumacher. So any kind of points finish for him in Brazil makes him the world champion. A catastrophic, what looks like an engine failure, could be transmission at the back of the Ferrari, and it's all over for Michael Schumacher. Au 37e tour de l'avant-dernier Grand Prix de la saison, alors qu'il était en tête devant Fernando Alonso, qu'il courait vers la victoire pour prendre 10 points et devenir premier du classement avant le dernier Grand Prix, Michael Schumacher vient d'être trahi par sa Ferrari. Et ça, c'est complètement inhabituel. Car Ferrari est l'écurie avec les moteurs les plus fiables. Pour vous dire, ça fait 6 ans qu'une monoplace de la Scuderia n'avait pas cassé son moteur. Aujourd'hui, c'est donc l'improbable qui s'est produit. Un improbable qui condamne mécaniquement Michael Schumacher alors que le pilote, lui, était en train de gagner la course qui devait le propulser en tête du championnat. Celle qu'il aurait envoyée au dernier Grand Prix de l'année en position de favori pour décrocher un 8e titre historique. Mais trahi par une décision politique en 2005, il se retrouve trahi par sa voiture en 2006. Alors oui, il reste une course qui pourrait lui faire remporter ce 8e titre, mais à condition qu'il termine premier et que Fernando Alonso ne marque aucun point. Sauf que je vais vous spoiler, cette course n'amènera pas Schumi vers un 8e sacre. Il terminera 4e et Fernando 2e. Mais étonnamment, on a l'impression qu'il le sait déjà. On a l'impression qu'il sait déjà que tout est terminé. Car alors qu'il pourrait laisser échapper la colère, alors qu'il devrait en vouloir à son équipe,
il est au contraire en train de les consoler, voire de les féliciter un à un, alors qu'ils viennent malgré eux de briser son rêve. Une résilience immense qui conclut presque sa quête des 8 titres de champion du monde de la plus belle des manières. Mais en réalité, ça va plus loin. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la fin d'une quête, c'est la fin d'une ère. L'ère Schumacher, l'ère du Baron Rouge, qui détient presque tous les records de son sport. Alors désormais, on ne voit pas qui pourrait faire mieux. Dépasser ou simplement égaler Schumacher semble n'être qu'une utopie. Et durant les 3 années qui suivent, cette intuition se confirme. Fernando Alonso ne gagne plus le titre. 3 nouveaux champions du monde se succèdent, mais plus globalement, la F1 n'a pas encore de nouveaux prodiges susceptibles d'écraser la concurrence comme Schumi a pu le faire. En clair, la F1 semble loin d'avoir un pilote qui pourrait s'approcher des mythiques 8 titres de champion du monde. Alors peut-être qu'au final, le seul qui peut espérer repousser cette limite, c'est toujours et encore le roi de la F1 en personne. Michael Schumacher is back in Formula One, and that's official. The 7-time world champion was formally introduced to the staff and crew of his new team Mercedes on Wednesday after signing a 3-year deal worth around $10 million. Fin 2009, une bombe retentit dans le monde de la F1. Michael Schumacher revient. Après 3 ans de retraite, il fait son retour à la compétition. Alors forcément, ça déchaîne les passions. Tout le monde en parle, que ce soit les médias spécialisés ou même les JT de 20h. C'est la nouvelle du moment et inévitablement, ça nourrit les espoirs. Beaucoup pensent qu'il est capable d'aller chercher un 8e titre, mais surtout, beaucoup espèrent qu'il aille chercher ce 8e titre. Mais ça n'arrivera pas. La F1 a trop changé, la concurrence est trop forte. Schumi est malheureusement trop vieux, mais aussi, il n'est plus chez Ferrari. Désormais, il est chez Mercedes. Et le problème, c'est que Mercedes est une écurie toute jeune qui certes est depuis très longtemps dans le monde de la F1 car ils fournissaient les moteurs, et il y a plus de 50 ans ils étaient une écurie à part entière, mais là, ils viennent tout juste de redevenir une structure complète. Ainsi, la voiture n'est pas encore au niveau. Schumi fera quand même 3 saisons chez Mercedes, mais sans gagner une seule course. Et fin 2012, il prend officiellement sa vraie retraite. Cette fois-ci c'est terminé, Michael Schumacher, le meilleur pilote de tous les temps en 2012, ne reviendra plus en F1. Un départ immense qui laisse une place vacante chez Mercedes. Et là, c'est précisément maintenant que je vais enfin pouvoir vous dévoiler le premier lien mystique qui lie nos 2 protagonistes. Jusqu'à présent, je vous ai simplement teasé certains points. Mais à partir de maintenant, c'est là que ça devient vraiment troublant. Car cette place vacante chez Mercedes aurait pu être prise par n'importe qui. Mais l'histoire a voulu que le meilleur pilote de tous les temps soit remplacé par celui qui va aussi devenir le meilleur pilote de tous les temps. Which is all he needs to do to become the 2008 Formula One world champion, Lewis Hamilton. Because Lewis Hamilton comes around the final corner. It's not Rosberg, it's Lewis Hamilton, champion of the world in 2014. And he is now a 3-time world champion, Lewis Hamilton. Hamilton has been formidable, he has been the force, and he crosses the line now to become the 4-time world champion. Lewis Hamilton does it in 2017. It's high fives for Lewis Hamilton, a 5-time champion of the world. But behind him, adding another championship to his collection, he's got 6 appeal in Austin. It's Lewis Hamilton, champion of the world. The World Championship record is equalled. Lewis Hamilton wins the Turkish Grand Prix and is a 7-time champion of the world. Lewis Hamilton, pilote anglais de 27 ans, et comme vous l'avez compris, notre deuxième protagoniste, qui, à l'instar du premier, a lui aussi remporté 7 titres de champion du monde. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que le meilleur pilote de tous les temps a été remplacé en 2013 chez Mercedes par ni plus ni moins que le futur meilleur pilote de tous les temps. Une succession de 2 champions tellement parfaite qu'on a presque l'impression d'être dans un film. Pourtant, tout est bien réel. Et ce qu'il est aussi, en tout cas ce qu'il est sur le papier, c'est que Lewis a gagné plus de grands prix que Michael, a fait plus de pole position et a terminé plus de fois sur le podium. Ainsi, on serait tenté de penser qu'il est meilleur que Schumacher, et qu'il est donc officiellement le meilleur pilote de l'histoire. Mais à l'époque du Baron Rouge, les saisons comportaient moins de grands prix. Ainsi aujourd'hui, les statistiques sont mécaniquement gonflées par le calendrier. Ce qui rend la comparaison brute un peu trompeuse. On sait qu'ils sont tous les deux les meilleurs pilotes de tous les temps. Mais l'esprit humain voulant inévitablement en couronner un, le débat fait rage. Alors pour le clore définitivement, Lewis Hamilton a, entre gros guillemets, une seule chose à faire. Après son 7e titre de 2020, il doit en gagner un 8e en 2021. Là, il serait officiellement le meilleur pilote de l'histoire. Et dans les faits, ça semble largement possible. En 2020, bien que la saison fût impactée par le Covid, il a écrasé la concurrence.
11 premières places sur 17 courses. C'est tout simplement son meilleur ratio de victoire. Tiens d'ailleurs, ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Quand on était en 2004, je vous avais dit de retenir un point, le fait que Schumacher a aussi remporté son 7e titre après sa saison avec le meilleur ratio de victoire. Ainsi, les 2 meilleurs pilotes de l'histoire se lancent dans la quête d'un 8e titre après leur saison la plus dominante, ce qui donne l'impression troublante que l'histoire se répète. Et le pire, c'est que ça ne s'arrête pas là. Quand je vous décrivais Fernando Alonso, je vous disais de bien retenir chaque caractéristique, de bien retenir qu'il a un pilotage agressif, un tempérament clivant, aucune peur de défier les grands noms et la capacité de pousser sa voiture au-delà de ce qu'elle devrait normalement permettre. Et aussi qu'il avait 23 ans quand Schumacher s'est lancé dans la quête du 8e titre. Et bien en 2021, alors que Lewis Hamilton s'élance lui aussi dans cette quête, il se retrouve lui aussi face à un jeune rival de 23 ans. Un jeune rival qui a lui aussi un pilotage agressif, voire très agressif, qui est lui aussi clivant, voire très clivant, qui n'a lui aussi pas peur des grands noms et qui pousse également sa voiture au-delà de ses capacités. Une espèce de Fernando Alonso exacerbé. Et il porte un nom, il s'appelle Max Verstappen. Now see Max Verstappen overtaking Nico Rosberg. The boy just goes and finds grip everywhere else. Il est proche du mur, il est le long du mur, à l'extrême limite. Max Verstappen. Verstappen qui fait aussi le départ du siècle. Il est 3e à l'amorce du 2e virage. Incroyable Verstappen. Oh là là, il a touché le mur. Il l'a touché à la piscine. Il retouche le mur, encore une fois. At 18 years and 227 days old, Max Verstappen wins and is the youngest driver ever to win a Formula One World Championship Grand Prix. Bon, je vous avais prévenu dès le début de cette vidéo. Il y a des liens entre 2 époques pourtant indépendantes qui sont troublants. Des schémas qui se répètent comme si les dieux de la F1 s'étaient mêlés de cette quête. Alors, est-ce que l'histoire va continuer de se répéter ? Est-ce que Lewis Hamilton va lui aussi subir un coup du sort dans cette quête ? Dur à dire actuellement, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le jeune Max Verstappen semble bien parti pour lui donner du fil à retordre. Car d'habitude, Lewis signait presque toujours la pole position du premier Grand Prix de l'année. Sauf qu'en 2021, l'année où il se lance dans la course d'un 8e titre mondial, Max Verstappen lui a volé cette première pole position de la saison. Et je crois que cet exploit est le signal de la naissance d'une terrible rivalité. Perez a très mal décollé, c'est Verstappen qui est en train de faire un coup. Il va peut-être prendre la tête au premier virage. À l'intérieur, sur Lewis Hamilton, roue contre roue, la Mercedes, ils se touchent l'un et l'autre. Et Hamilton qui a des dégâts sur sa voiture. Le plaqueur portière, c'est Hamilton qui serre. Il est obligé de faire le virage. Il est à l'intérieur. Et qui a un accident. Oh là là, terrible accident pour Verstappen. Terrible accident. Que font-ils? Oh, ils viennent de se toucher. Oh non, Hamilton, le freinage, repoussé de Verstappen pour obliger Lewis Hamilton à aller en piste. Les deux sont dans l'échappatoire. Oh, et Hamilton et Verstappen côte à côte. Il passe. Oh, ils se sont touchés. Ils sont l'un sur l'autre. Les deux leaders du championnat dans le parc à gravier. Incroyable. Ils ne vont pas terminer cette course. 8 mois de rivalité acharnée. Tellement acharné que Lewis Hamilton et Max Verstappen arrivent au dernier Grand Prix de l'année à égalité de points. Ça n'était tout simplement plus arrivé depuis 1974, soit 47 ans. Tiens d'ailleurs, cette configuration ne vous rappelle rien ? Elle ne vous rappelle pas l'égalité de points entre Schumacher et Alonso en 2006, juste avant la course décisive ? Juste avant l'avant-dernier Grand Prix de la saison 2006, durant lequel le moteur de Schumacher a improbablement cassé. Il était alors à 2 courses d'un 8e titre, mais surtout à égalité de points avec Alonso, 116 chacun. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, alors que Lewis Hamilton est lui aussi aux portes d'un 8e titre, cette égalité parfaite se répète. Cette fois-ci, c'est juste avant la dernière course. Mais quoi qu'il en soit, c'est terriblement troublant. Troublant car l'histoire semble encore se répéter, mais également car tout va se jouer en une seule course. Le dénouement de la saison 2021 bien sûr, mais surtout le potentiel 8e titre mondial de Lewis Hamilton. Alors est-ce qu'il va réussir à faire en sorte que l'histoire ne continue pas de se répéter ? Eh bien il va falloir qu'il soit fort, très fort, car Max Verstappen a décroché la pole position de ce dernier Grand Prix. Lewis entame de son côté l'ultime course qui peut faire de lui le plus grand pilote de tous les temps à la seconde place. Et la stratégie est claire, prendre immédiatement le dessus sur le talent brut Max Verstappen. En pole position,
Max Verstappen peut-être pour rentrer dans l'histoire, Lewis Hamilton pour devenir le seul peut-être champion du monde 8 fois titré. Verstappen face à Lewis Hamilton, c'est le 1057e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Et s'il ne devait en rester qu'un... Lights out, away we go, and Hamilton gets a decent start and he's already ahead of Max Verstappen. Le meilleur envol est pour Lewis Hamilton. La stratégie du pneumatique rouge n'a pas fonctionné pour Max Verstappen. Hamilton en tête de ce Grand Prix, il a déjà fait sauter le bouchon Verstappen. Incroyable, l'envol de Lewis Hamilton, et tout est à refaire pour le poleman. Lewis vient de faire un départ monstrueux et de voler la première place à Max dès le premier virage. Mais ça, c'est inconcevable pour le néerlandais, car sa Red Bull est moins rapide que la Mercedes d'Hamilton. Ainsi, s'il veut avoir une chance de gagner son premier titre mondial, il faut qu'il le double plus vite. Pour essayer de prendre l'aspiration sur le Britannique, il y va à l'intérieur, et il passe, il reste dans les limites du circuit, il est passé, fallait s'y attendre, mais Hamilton est ressorti devant, Hamilton a refusé de se faire dicter sa loi par Verstappen. Alors Max Verstappen, quand il dépasse, il ne fait pas ça doucement. C'est presque toujours agressif. Sauf qu'aujourd'hui, ça l'était trop. Les commissaires de course considèrent qu'il a poussé Lewis en dehors des limites de la piste et que ce dernier était obligé de couper pour éviter l'accident. Ainsi, il n'est pas obligé de lui rendre la place et il reste donc premier. Mais paradoxalement, la F1 n'est pas un sport totalement individuel, car chaque pilote a un équipier dans son écurie. Et l'équipier de Max, c'est un certain Sergio Pérez, qui aujourd'hui a une consigne claire. Tout faire pour que Max devienne champion du monde. Ainsi, il va laisser Lewis Hamilton faire un arrêt au stand pour changer ses pneus. Et alors qu'il devrait aussi changer les siens, il ne le fait pas. Il ne le fait pas pour passer devant Lewis et ainsi le ralentir au maximum afin que Max comble son retard. Il va recroiser à l'intérieur Sergio Pérez qui va aller freiner le plus tard possible pour repasser devant le Britannique. Oui, Sergio Pérez qui a le DRS parce qu'Hamilton a passé la ligne juste avant lui. Il a le DRS à l'intérieur sur Lewis Hamilton et il repasse Sergio Pérez. You can see him right in the background. Hamilton needs to get past Perez here. He does get past Perez. He moves towards the inside. Perez has played the ultimate team game and he's really brought his teammate back into play. Oh, Checo is a legend. Alors qu'ils avaient 8 secondes d'écart, Sergio Pérez a joué un rôle considérable dans la course au titre en réduisant l'écart à 1 seconde. Mais aujourd'hui, le sextuple champion du monde fait tout simplement la course parfaite. Il est trop rapide, trop clinique, trop dominant et reste largement en tête comme Schumacher en 2006. Ainsi, à 5 tours de la fin, il a 12 secondes d'avance sur Max Verstappen et plusieurs voitures qui ont un tour de retard sont intercalées entre les deux leaders. En fait, c'est simple, c'est irrattrapable. Lewis Hamilton, statistiquement le meilleur pilote de l'histoire, va devenir d'ici quelques petites minutes officiellement le meilleur pilote de l'histoire. Sauf que forcément à cet instant, vous devez vous poser une question. Est-ce que l'histoire va se répéter au pire des moments ? Au moment où il touche son mythique 8e titre du bout des doigts. Au moment où il semble impossible qu'il perde cette course. Mais que pourrait-il se passer ? Son moteur casserait comme Schumacher ? Ça paraît gros. Lewis crèverait 5 tours avant la fin ? Ça paraît gros également. Mais peut-être qu'on ne regarde pas au bon endroit. Peut-être qu'aujourd'hui, le destin ne s'en est pas pris directement à Lewis. Non ! Drapeau jaune. Et là on va l'avoir la safety car. On va l'avoir la safety car. La voiture crachée de Nicolas Latifi. Safety car. Safety car sous la passerelle. Tout au fond de la course, Nicolas Latifi perd le contrôle de sa voiture et rentre dans la rambarde de sécurité. Et cela, car il était en train de faire une course dans la course avec ni plus ni moins que le fils de Michael Schumacher. Oui, je vous l'ai dit au début de cette vidéo, cette histoire m'a perturbé. Et je pense que vous commencez à l'être aussi. Car alors que Mick Schumacher et Nicolas Latifi se battaient pour ne pas finir dernier de ce Grand Prix, ils génèrent un accident qui met potentiellement en péril le 8e titre de Lewis Hamilton. Comme si la malédiction du 8e sacre s'était transmise de père en fils. Mais comment cet accident de fond de course peut impacter Lewis qui est pourtant premier ? Eh bien, parce qu'il impose une safety car. Ce qui change complètement la physionomie de la course. Car le temps qu'on nettoie l'accident, l'ensemble des voitures seront resserrées derrière la safety car et les écarts de pilote à pilote seront presque remis à zéro. Mais surtout, dans ce genre de situation, on demande habituellement aux retardataires intercalés entre les deux leaders de dépasser la safety car et de se positionner en queue de peloton pour ne pas interférer dans le duel. Ainsi, Lewis Hamilton, qui avait pourtant 12 secondes d'avance sur Max Verstappen, sait qu'il devrait normalement se retrouver d'ici peu, roue contre roue avec lui. Et pour avoir toutes les chances dans ce potentiel duel, il se demande s'il a suffisamment d'avance pour faire un arrêt au stand, changer ses vieux pneus durs pour des neufs avec des gommes tendres et ressortir devant Max Verstappen. Une stratégie terriblement risquée que Mercedes ne veut pas tenter.
Sauf que Red Bull voit que Lewis ne fait pas d'arrêt au stand. Il demande alors immédiatement à Max de changer ses pneus pour des gommes les plus tendres possibles. Des pneus beaucoup plus performants que ceux de Lewis. Alors certes, Max perd quelques places en faisant ce changement, mais les 5 voitures qui le séparent désormais de Lewis sont toutes des voitures retardataires. Ainsi, la direction de course devrait les renvoyer en queue de peloton. Sauf que, coup de théâtre. L'image du siècle, on va peut-être la vivre dans les 2 derniers tours. Will not be allowed. Non. Not be allowed, pardon. Donc elle reste... c'est quoi cette histoire? Alors là, c'est incompréhensible. Il n'y a pas une règle? Les 5 retardataires ne sont pas autorisés à dépasser la safety car. Mais quelques minutes plus tard... Alors maintenant, ils ont le droit de dépasser la voiture de sécurité. Il faut qu'ils le fassent vite. Donc les 5 qui séparent, c'est bon, ils ont le droit. Il faut que la voiture de sécurité rentre maintenant, sinon il n'y a plus de... ils ont changé d'avis, comme c'est étrange. Cette fois-ci, ils sont finalement autorisés à dépasser la voiture de sécurité pour se mettre en queue de peloton. Et un changement de décision de ce type dans un moment aussi crucial, c'est extrêmement inhabituel en F1. Mais surtout, ça pose un énorme problème à Lewis Hamilton. Car alors qu'il avait 12 secondes d'avance sur Max Verstappen, les 2 rivaux se retrouvent désormais à quelques dixièmes de différence. Une situation qui semble même injuste au vu de la configuration précédente de la course. Mais désormais l'accident est nettoyé. La voiture de sécurité quitte la piste et les roues des 2 leaders sont presque au même niveau. Mais leurs pneus, eux, sont dans des états complètement opposés. À cet instant, il reste un tour. Un seul tour à tenir pour être 8 fois champion du monde et devenir officiellement le meilleur pilote de l'histoire. Mais ce tour armé de vieux pneus durs s'annonce comme le plus difficile de toute la carrière de Lewis Hamilton. Et c'est reparti. Des gommes fraîches pour Verstappen, des gommes très usées pour Hamilton. Comment va-t-il pouvoir tenir? Il va devoir choisir son endroit pour essayer d'attaquer Lewis Hamilton. On le connaît, son endroit. On le connaît, il l'a déjà attaqué tout à l'heure. Il est sorti large, Lewis Hamilton. Oui, il va avoir beaucoup de mal, il doit soigner. Évidemment, il y va ici, à l'intérieur. Attention, il est passé. Verstappen est passé. Il est passé. Il est en train de redevenir potentiellement champion du monde. Mais il reste une autre ligne droite. Il va rester à l'intérieur le plus longtemps possible. Il reste à l'intérieur, attention. Il défend sa position. Roue contre roue. Il est toujours à l'intérieur, Verstappen. Le titre qui va se jouer ici. Max Verstappen est champion du monde. Max Verstappen. Incroyable. Il est champion du monde. Mais non. Mais c'est fou. Lewis Hamilton n'a pas gagné son 8e titre de champion du monde alors qu'il a fait la course parfaite jusqu'au dernier tour. Et comme pour Michael Schumacher en 2006, il a fallu qu'un élément extérieur à la qualité de son pilotage vienne l'empêcher de gagner ce mythique 8e sacre. Schumacher, c'est son moteur qui l'a trahi, chose improbable car c'était le plus fiable du circuit. Hamilton, c'est un accident au fond du peloton puis un directeur de course qui improbablement se perd dans l'application des règles. À tel point que ça va créer un scandale mondial. Une partie du public pleure pendant qu'une autre crie à l'injustice. Mercedes, elle, dépose 2 réclamations officielles, toutes les 2 rejetées. Mais face à l'ampleur de la situation, la FIA est obligée de réagir. Elle reconnaît alors une erreur humaine, celle de Michael Masi, le directeur de course, qui sera finalement écarté de ses fonctions. Et en parallèle, certaines règles sont modifiées, notamment les communications directes entre les écuries et le directeur de course. Alors ça, je ne voulais pas montrer car j'ai dû sélectionner très finement le nombre d'extraits à utiliser pour respecter les règles de droit d'auteur de la FIA. Mais en gros, pendant le dernier Grand Prix d'Abu Dhabi, Red Bull et Mercedes ont constamment mis sous pression Michael Masi. Go ahead, Jonathan. So, I've just seen it again. Max is ahead at the apex. Jonathan stays on the track. Jonathan, he's forced him out there. That's why we asked him to give back Lewis all has of the left advantage. the track, and you told him to give back all the advantage. All the advantage was already given back prior to the first lap ending. Lucien aussi. A bit dangerous. Can you warn them? So far they're racing, Toto, hard racing. Question to Michael. Yes, go ahead, Christian. Yeah, why aren't we getting these lap cars out of the way? No, Mikey, no, Mikey, that was so not right, Mikey. What was that? Ainsi, une conclusion évidente s'est imposée. Aucun homme ne peut rester hermétique à la pression d'écuries pesant des milliards. La Formule 1 a donc revu ses règles et a mis fin à ses communications directes entre écuries et directeurs de course. Mais une chose, elle, ne changera malheureusement jamais. Ni pour Hamilton, ni pour Schumacher. Car pour les deux, ce n'est pas leur talent qui les a empêchés de décrocher un 8e titre. C'est un contexte improbable qui les a condamnés. Et plus on regarde les détails, plus le parallèle devient troublant. Les 2 meilleurs pilotes de tous les temps,
Tous les deux lancés dans la quête du 8e titre après leur saison la plus dominante. Tous les deux à égalité parfaite de points avant la course décisive. Tous les deux en tête de cette course. Tous les deux battus par un jeune prodige au tempérament de feu. Mais surtout, tous les deux stoppés par un élément improbable qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Comme si l'histoire refusait de les laisser gagner ce 8e titre. Et puis, il y a ce dernier détail, presque irréel. En 2021, l'accident qui change tout survient lors d'un duel impliquant le fils de Schumacher. Comme si la cicatrice du passé ne s'était jamais vraiment refermée et qu'elle venait réclamer sa place dans le présent. Mais vous allez me dire que ce n'est pas fini. Lewis peut encore espérer gagner ce mythique 8e sacre dans les années qui viennent. C'est vrai, mais là encore l'histoire se répète. Lorsque Schumacher est revenu de sa retraite, il n'a plus gagné un seul Grand Prix en 3 ans. Et ben pour Lewis, c'est presque pareil. 2022, 0 victoire. 2023, 0 victoire également. 2024, 2 victoires. Mais une 7e place à la fin de la saison. Pour Schumacher, les coupables étaient diverses. La F1 avait beaucoup changé, il avait vieilli et Mercedes n'était pas encore au niveau. Pour Lewis, c'est que Mercedes n'est plus au niveau. La FIA impose l'effet de sol en 2022. En gros, c'est un changement aérodynamique. Et Mercedes se trompe dans ses choix techniques. La voiture n'est plus au niveau et plus largement, le pilotage naturel de Lewis n'est pas en adéquation avec le comportement des voitures à effet de sol. L'effet de sol est en quelque sorte une prison pour le talent d'Hamilton. Ainsi, il ne peut plus gagner. Alors, peut-être que la solution se trouve ailleurs. Peut-être qu'elle se trouve dans une autre écurie. Bon alors, ça y est, c'est la breaking news de la semaine, du mois, voire de l'année, je dirais même de la décennie, du siècle. Lewis Hamilton quittera Mercedes après 12 ans de collaboration au terme de la saison 2024 pour rejoindre la Scuderia Ferrari aux côtés de Charles Leclerc. La nouvelle fait littéralement l'effet d'une bombe. C'est le transfert le plus symbolique de l'histoire de la F1. Le meilleur pilote de tous les temps quitte Mercedes, l'écurie où il a construit sa légende, pour rejoindre la plus mythique de toutes les écuries, là où l'autre meilleur pilote de tous les temps a lui aussi construit sa légende. Une espèce de boucle temporelle troublante. Mais avec ce transfert, le message est très clair. Il faut gagner un 8e titre mondial. Et évidemment, la communication est focalisée là-dessus. On met tout en scène, comme cette fameuse photo. Lewis Hamilton devant une mythique F40, mais surtout devant le bureau historique d'Enzo Ferrari. 7 volets y sont ouverts, symbolisant ces 7 titres. Et la porte d'entrée, l'ouverture principale du bâtiment, reste pour l'instant fermée, symbole d'un 8e titre à conquérir. Mais la saison 2025 de Lewis Hamilton chez Ferrari est un échec, à tel point qu'il déclare à la mi-saison « À chaque fois c'est ma faute, je suis inutile, absolument inutile. Ferrari devrait probablement changer de pilote. » Des mots très forts qui reflètent l'espoir qu'il avait mis dans ce transfert. Mais alors, est-ce qu'un pilote pourra un jour remporter ces 8 titres mondiaux ? Eh bien aujourd'hui, si on met de côté le début de la saison 2026, il y en a un qui semble capable de ça. Mais l'ironie est terriblement cruelle, car celui qui paraît pouvoir briser ce plafond de verre est aussi celui qui l'a protégé en 2021. Par l'extérieur, Max Verstappen qui passe et qui a réussi à prendre le meilleur sur la Ferrari. Max Verstappen wins in Miami. Max Verstappen, parti 10e hier, qui met tout le monde d'accord aujourd'hui. Lui et son équipe, lui et ses stratèges, lui et son talent. Et Max Verstappen est 3 fois champion du monde de Formule 1 désormais. Max, you are a 3-time world champion. That's unbelievable, mate. Et quand le drapeau à damier va s'abaisser sur Max Verstappen, la confirmation, c'est fait du 4e titre mondial du pilote néerlandais. Il rejoint donc Sébastien Vettel et Alain Prost, eux aussi 4 fois champions du monde. Schumacher et Hamilton avec 7 titres mondiaux, mais c'est fait pour Max Verstappen. Après son premier titre de champion du monde en 2021, Max Verstappen remporte de nouveau le titre en 2022, 2023, 2024 et le rate de 2 points en 2025 à cause d'un passage à vide en milieu de saison. Et pour vous donner une stat qui reflète bien le personnage, en 2023, il remporte 19 courses sur 22, soit 86% de victoire. C'est monstrueux, tellement monstrueux que c'est le record absolu et on se demande s'il est raisonnable de penser qu'il sera battu un jour. Surtout que Max a une écurie qui lui est 100% dédiée. Et en plus, il est jeune, il n'a que 28 ans, donc il a encore beaucoup de temps devant lui. Sauf que dernièrement, 2 choses se sont passées. Déjà l'année dernière, il a laissé entendre qu'il pourrait quitter la F1 plus tôt que prévu, presque sur un coup de tête, ce qui colle bien avec son tempérament sanguin. Et en ce début d'année 2026, les résultats sont compliqués et la voiture ne semble pas être au niveau. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne gagnera pas dans le futur, mais si jamais ce n'est pas Max Verstappen qui va chercher les 8 titres mondiaux, qui pourrait le faire ? Eh ben,
il ne faut pas oublier notre Lewis Hamilton, car il court toujours et il lui suffit d'un seul titre de plus pour atteindre les 8. Un seul. Et cette année, contrairement à Max, Lewis a une très bonne voiture et fait un très bon début de saison au coude à coude avec son coéquipier Charles Leclerc. Alors certes, il est derrière les 2 Mercedes qui sont tout simplement intouchables en ce début d'année. Mais cette domination des flèches d'argent semble reposer sur un équilibre fragile, une faille réglementaire sur le taux de compression qu'ils sont les seuls à exploiter et qui prendra fin le 1er juin 2026. Alors ça reste des suppositions, mais ça semble quand même vouloir dire qu'au fond, rien n'est figé. Et alors que l'avenir paraît incertain, lui il revient, le vrai Lewis Hamilton. Celui qui a retrouvé son intelligence de pilotage extrêmement fine, celui qui se bat de nouveau jusqu'au dernier virage, celui qui la semaine dernière a fait son tout premier podium avec Ferrari, et plus largement, celui qu'on croyait perdu. Alors certes, nous sommes qu'au début de la saison et tout peut encore changer. Mais ces prémices d'un retour qu'on n'osait presque plus imaginer nous feraient quand même espérer que la porte d'entrée du bureau d'Enzo Ferrari ne soit en réalité pas fermée, mais entrouverte.